bonjour tout le monde. Merci encore d'être là. On va reprendre les activités prévues aujourd'hui. Le troisième atelier de ce colloque sur les relations Canada, Québec, États-Unis à l'ère Trump 2.0, va porter sur l'avenir de l'ASEUM. On en a parlé un petit peu, on a effleuré le sujet ce matin, mais là, on va entrer dedans à pieds joints. On va essayer de comprendre quelles sont les révisions possibles de cet accord de commerce extrêmement important pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Québec également. Donc, quelles sont les révisions possibles et quels sont les enjeux à surveiller dans le cadre de cette possible révision? Bon, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on sera dedans? Est-ce que Trump bluffe un petit peu en laissant peut-être présager une renégociation possible? On va discuter de tout ça. Même formule que tout à l'heure. Vous allez entendre nos invités parler d'entrée de jeu 6 à 8 minutes chacune. Et ensuite, on pourra entamer la conversation, la période de questions, les échanges. Même format que tout à l'heure. Je vous présente sans plus tarder nos 4 intervenantes de cet après-midi. Tout d'abord, Richard Ouellette est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et il est également titulaire de la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Ensuite, Geneviève Dufour est professeure de droit à l'Université d'Ottawa et elle est titulaire de la chaire de recherche en droit du commerce durable, responsable et inclusif. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Et à ma droite, il y a Michèle Rioux, qui est une professeure titulaire du département de sciences politiques à l'UQAM, et elle est co-directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CIM. Merci beaucoup d'être là, Michèle. Et last but not the least, vous le connaissez de toute façon maintenant, Stéphane Paquin, professeur titulaire à l'ENAP, et il dirige le GERIC, comme ça a été mentionné ce matin. Donc, merci beaucoup de vous prêter au jeu. Sans plus tarder, je pense qu'on irait dans l'ordre suivant. On commencerait par un petit pitch de départ de Richard pour commencer. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Stéphane. Merci Chris pour l'organisation de cet événement. Très heureux d'être là. Très heureux de partager la scène avec des collègues que j'adore. Je vais essayer de répondre à une question qui a été posée à de multiples reprises ce matin. Que veut Trump? Alors, je vais essayer d'apporter une réponse en matière de commerce. Je vous annonce tout de suite mon point d'arrivée. Je pense, je ne fais pas de prédiction, on ne peut pas faire de prédiction à propos de Trump. Pendant le premier mandat de Trump, mes prédictions, j'en ai raté 75 %. Mais je suis un chercheur universitaire, j'ai le droit de faire des hypothèses. Alors, mon hypothèse, c'est que Trump ne souhaite pas nécessairement un accord de libre-échange avec le Canada, il veut des accords sectoriels. Ça, c'est mon point d'arrivée. Maintenant, voici le chemin pour arriver à ça. Il y a un certain nombre de choses qu'on prend pour acquis dans le discours public, dans l'analyse qu'on fait, qui sont, à mon point de vue, des erreurs. Le premier, c'est de penser que le problème que nous avons avec les États-Unis en ce moment vient de Trump. Le problème, ce n'est pas que Trump soit président. Le problème, c'est qu'il y a 77 millions d'Américains qui ont voté pour lui. C'est ça le vrai problème. Derrière Trump, il y a le mouvement MAGA. Et quand Trump aura 80 et quelques années puis qu'il ne pourra pas faire son troisième mandat, il y aura des J.D. Vance en arrière. Puis si vous avez écouté le discours de J.D. Vance à Munich, ça devrait vous inquiéter tout autant, sinon plus. Deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, on pense souvent que l'arme de Trump, c'est les tarifs. C'est pas vrai. La vraie arme de Trump, c'est l'incertitude, c'est l'imprévisibilité. À partir du moment où Trump, et vous aurez peut-être remarqué qu'il le fait encore ce matin, il a annoncé des tarifs pour le 4 mars. Il va le faire. En tout cas, il annonce qu'il va le faire. Peu importe qu'il le fasse ou pas, il y a aujourd'hui des gens qui sont en entreprise qui hésitent à investir. Soit ils retardent l'investissement, soit ils le dévient vers les États-Unis, soit ils réduisent leur production, soit ils sont déjà en train de chercher à diversifier les marchés avec plus ou moins de succès. La véritable arme de Trump, c'est l'imprévisibilité. Donc, il faut arrêter de penser aux tarifs, il faut arrêter de focaliser sur Trump. Qu'est-ce que Trump veut? Trump, en fait, ne croit pas, ça c'est un autre élément qu'il faut garder à l'esprit, Trump ne croit pas aux vertus du libre-échange. Trump voit chaque transaction, il vient du monde de l'immobilier. Pour lui, chaque transaction est un zero-sum game. Chaque dollar que je paye de trop pour acheter ton immeuble, toi, tu as fait un gain, moi, j'ai fait une perte sèche pour ce dollar-là. C'est exactement la vision de Peter Navarro, qui est un de ses conseillers économiques. En passant, Trump, en ce moment, il faut bien garder ça à l'esprit aussi, a autour de lui des conseillers économiques qui font partie d'une infime minorité
d'économistes américains. Vous mettez 100 économistes américains dans une salle, il y en a 98 qui continuent de croire au libre-échange. Les 2 qui conseillent Trump sont les 2 qui pensent que le libre-échange, c'est pas bon. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'alliés objectifs aux États-Unis, dans la communauté d'affaires, dans les élus locaux, dans les chambres de commerce, parmi les élus au Congrès, plein. La difficulté vient de ce que le mouvement MAGA a pris le contrôle de l'administration présidentielle. Donc, Trump ne croit pas au jeu du libre-échange. Trump croit au managed trade, le commerce géré. Le commerce où l'État peut dicter quels seront les principaux flux de commerce. C'est exactement ce qu'il va signer avec Zelensky demain. Tes minéraux critiques, ils s'en viennent aux États-Unis. En échange, je vais te donner de la protection militaire. Trump est dans ça. Trump veut des accords sectoriels. Les accords sectoriels, c'est quoi? Si vous allez lire le America First Trade Policy, qu'il a émis le 20 janvier. Le 20 janvier, tout le monde était aux abois pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire comme tarif, qu'est-ce qu'il allait signer comme décret. Le document le plus important du 20 janvier dernier, c'est pas ça, c'est un mémorandum. C'est le mémorandum qui s'intitule America First Trade Policy, dans lequel, vous vous rappellerez peut-être, les médias l'avaient répercuté. Il demande pour le 1er avril une série d'études à un certain nombre de secrétaires. Vous irez voir un des paragraphes de ça. Ça demande d'évaluer la possibilité d'avoir des sectoral trade agreements. Ça, c'est des accords, des mini-deals dans le langage courant. On dit en français des accords sectoriels. Il voudra des accords sectoriels avec le Canada, donc des accords, des mini-accords de libre-échange centrés sur certains secteurs. Le pétrole, le gaz, l'électricité, le bois, l'acier, l'aluminium, les pièces auto, quoi d'autre? L'aéronautique. Il va probablement demander l'eau. Ça me fait très peur. Puis, dans l'autre sens, il va demander l'accès aux banques pour le marché canadien. Des faillites de banques au Canada dans les 25 dernières années, il y en a eu combien au Canada? Il y en a eu combien aux États-Unis? 263. C'est pour ça qu'on ne veut pas ouvrir le marché aux banques américaines. C'est aussi simple que ça. Une banque, ça peut être tout petit puis très sectoriel aux États-Unis, ce que la loi ne permet pas au Canada. C'est pas compliqué, ça. On ne veut pas de leur banque. Alors, il va vouloir ça, puis il ne voudra pas le reste. D'où le risque que nous signions des accords sectoriels avec les États-Unis, où là est tout notre levier de négociation, et ça laisse en plan des milliers de PME qui ont besoin du commerce avec les États-Unis au quotidien, puis qui n'auront pas été couvertes par l'accord de libre-échange. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Donc, il ne faut pas aller à Washington et dire « je suis prêt à faire des compromis dans l'aluminium, dans le bois, puis peut-être dans 2-3 autres secteurs. » Tu sais, il ne fallait pas faire ça. Excusez. Vous avez décodé. Et les accords sectoriels, ce n'est pas un phénomène trumpien ou trumpiste. Les accords sectoriels, l'administration Biden en a signé avec la Corée, avec le Japon, sur le commerce numérique, sur les minéraux critiques. Ils l'ont déjà fait avec le Canada pour le bois. Alors, il ne faut pas tomber dans les accords sectoriels, très dangereux. Donc, pas de renégociation hâtive. Je n'insiste pas sur cet élément-là, je pense que Geneviève va développer là-dessus. Puis surtout, pas d'accord sectoriel. Il y a un autre phénomène dont vous avez entendu parler dans les 2 dernières années qui vient de s'évaporer. Vous avez probablement déjà entendu parler du friendshoring ou du ally shoring. Ce sont des phénomènes qui ont été beaucoup évoqués par l'administration américaine et que Chrystia Freeland avait beaucoup véhiculé depuis une couple d'années. C'est un phénomène qui n'est pas tout à fait en ligne avec le droit international, mais que certains gouvernements adoptent. Le friendshoring ou le ally shoring ou le reshoring consiste à faire du commerce dans certains secteurs stratégiques seulement avec les pays en qui vous avez confiance. C'est une doctrine qui avait été développée par Janet Yellen, la secrétaire au Trésor aux États-Unis, puis qui commençait à essaimer. Maintenant, faire du commerce avec des alliés, demain matin, c'est qui nos alliés? Peter Navarro, la semaine dernière, disait « On trade issues, the US have no allies. They only have rivals. » Alors, je ne suis pas sûr là, de savoir qui seraient éventuellement nos friends ou nos allies si on voulait faire du friendshoring, du ally shoring. Ça, c'est un autre paradigme qui vient de basculer complètement. Donc, on entre dans un monde où les alliances sont très mouvantes. Je vous invite très vivement à lire le dernier livre de Bertrand Badi,
Bertrand Badie, qui est ton ancien directeur de thèse, qui était ton directeur de thèse, n'est-ce pas? L'art de la paix. Ce que Badie explique, c'est qu'on est entré dans un monde de polyalliance. Avant ça, vous saviez qui était dans quel bloc, qui faisait affaire avec qui, puis l'échiquier était clair. On a commencé à voir, il y a quelques années, des acteurs qui nouaient des polyalliances. On voyait la Turquie faire ça. Oups, un coup, je suis ami avec les Russes. Le coup d'après, je suis ami avec l'Union européenne. Le coup d'après, je suis ami avec les États-Unis. Et on reprochait à la Turquie d'avoir ce comportement un peu ambigu. L'Inde faisait ça un peu aussi. Oups, un coup avec les Russes, un coup avec un autre d'un autre clan. Et là, les Américains sont entrés dans ce jeu-là. Badie parle d'un monde de polyamour pour faire des blagues. On est dans un monde de polyalliance. Il n'y a plus de blocs. Alors, comment vont se dessiner, dans ce cas-là, dans un monde où on a des ressources qui vont manquer, comment vont se dessiner les grandes chaînes de valeur à voir? Est-ce qu'on peut encore compter sur les États-Unis? Est-ce que la phrase de John F. Kennedy, puis je vais terminer là-dessus, est-ce que la phrase de John F. Kennedy de 1961, qui est venu prononcer à la Chambre des communes, vous vous rappelez de ça? Tous les cours de sciences politiques qui traitent des relations Canada-États-Unis commencent par cette phrase-là. Hein? Geography has made us neighbors. Je ne me souviens plus dans quel ordre, là, mais la nécessité a fait de nous des alliés. On est partners, neighbors, allies and friends. On est quoi aujourd'hui, là? On est certainement des neighbors. J'espère qu'on est encore un peu des allies. Est-ce qu'on est friends? Est-ce qu'on est partners? À voir. Mais là, il va falloir redessiner le commerce international et il faudra le faire à notre façon, à nous. Donc, la renégociation, pas sûr qu'on peut la faire dans les termes où on la faisait habituellement. Merci beaucoup, Richard. On va poursuivre avec Geneviève. Merci. Merci, Richard. Ça met très bien la table à ce dont je vais vous parler. En fait, le thème de l'atelier nous invite à réfléchir à l'avenir de la CEUM et à quelles révisions et quels enjeux on voit. Mon propos va être simple aujourd'hui. L'avenir de la CEUM, c'est l'accord qu'on a conclu avec Donald Trump et qui était censé durer 16 ans. Donc, est-ce qu'on doit réviser la CEUM? Et c'est la raison, la réponse à laquelle, c'est la question à laquelle je vais répondre avec vous aujourd'hui. En fait, tout le monde, si vous écoutez les médias, si vous écoutez nos politiciens, tout le monde parle du 1er juillet 2026. Donc, d'ici le 1er juillet 2026, on est censé réviser, on est censé aller s'asseoir avec les États-Unis et le Mexique pour réviser la CEUM. Donald Trump nous dit que c'est écrit dans le traité, que c'est ça qui a gagné en renégociant l'ALENA qui a donné la CEUM et qu'on a donc cette obligation-là. On voit même que le mot « révision » est de moins en moins utilisé, qu'on utilise le mot « renégociation ». Donc là, on remet tout sur la table, on va s'asseoir avec les États-Unis, avec le Mexique et on renégocie notre accord de libre-échange d'ici le 1er juillet 2026. Donc, on voit un glissement dans le discours. Est-ce qu'on a cette obligation-là? Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est mettre ma casquette de pur juriste. Mais faites-vous-en pas, je vais remettre ça dans un contexte plus politique après. Mais je crois qu'on doit savoir quels sont nos droits, quelles sont nos obligations, de quoi parle le traité, à quoi est-ce que nous nous sommes engagés, à quoi ils se sont engagés. Donc, certains vont dire que c'est théorique, que le droit n'est pas tout à fait la priorité de Donald Trump et qu'après tout, peu importe le droit, on va devoir se soumettre à la volonté de Donald Trump. S'il veut qu'on renégocie, nous aurons l'obligation de s'asseoir à la table de négociation. Mais je pense qu'à l'instar de ce que Christine Plouffe-Mallette a dit ce matin, on vit encore dans un État de droit. Le Canada est un État de droit. On a un traité international. Les États-Unis sont encore dans un état de droit et les États-Unis sont loin d'avoir remis en question l'ensemble du système de droit et de leurs engagements internationaux. Et donc, peu importe tout ça, je pense surtout en plus, peu importe le degré de contrainte auquel l'administration Trump va nous exposer, on doit donc connaître nos droits, la limite de ceux-ci, nos obligations, etc.,
pour pouvoir s'asseoir à la table. Si on ne sait pas quelles sont nos obligations, c'est difficile d'aller s'asseoir à la table. Et bon, je vais peut-être être un peu moins subtile que toi, Richard, mais quand je vois différentes personnes évoquer la renégociation de la CIUM, quand je vois notre premier ministre, François Legault, ouvrir son jeu sur la place publique en disant que lui, il est prêt à laisser aller l'aéronautique, la forêt, l'aluminium, mais qu'il veut surtout pas laisser aller la gestion de l'offre puis le français, bien, je pense qu'il n'a pas compris qu'on n'est pas encore assis à la table de négociation, qu'on n'a pas été encore contraint de négocier et que nous n'avons aucune obligation de négocier. En fait, nos droits, c'est qu'on a un accord de libre-échange. On a un contrat qu'on a signé avec Donald Trump à sa demande. C'est lui qui l'a négocié, c'est lui qui nous a indiqué ce qu'il voulait qu'il y ait dedans. On a laissé aller beaucoup de choses pour lui faire plaisir à l'époque et on a un contrat avec lui qui est notre accord de libre-échange. Donc, j'ai comme l'impression, quand j'entends tout le monde parler de notre obligation de réviser l'accord de libre-échange d'ici le 1er juillet 2026, qu'il faut peut-être retourner à la base puis relire le texte de l'accord. Et c'est précisément ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. L'article 34.7, je vous avais averti, je vais être très juriste. L'article 34.7, donc le chapitre 34, le chapitre final, celui qui prévoit les dispositions générales d'entrée en vigueur, de durée du traité, de est-ce qu'on doit le renégocier, le réviser, etc., ne parle pas de révision du traité et ne parle pas de renégociation. L'article 34.7 nous dit que avant la date d'anniversaire, du 6e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, donc, au plus tard, le 1er juillet 2026, il y a une commission qui doit se réunir. Et cette commission-là, c'est qui? On recule au chapitre 30. Cette commission-là, c'est la commission du libre-échange. Elle est composée de représentants des 3 États parties, Canada, États-Unis, Mexique, qui ont le rang de ministre ou leur délégataire. Et que cette commission du libre-échange prend des décisions par consensus. Qu'est-ce qu'elle fait, cette commission-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle fait plein de choses, mais qu'est-ce qu'elle doit faire avant le 1er juillet 2026? Elle doit procéder, et là, les mots sont importants. On est juriste, on a devant nous un texte de loi, un accord international. Donc, cette commission du libre-échange doit procéder à un examen conjoint du fonctionnement de la CIUM. Alors, c'est ça que Donald Trump nous annonce comme étant une obligation de renégocier, de réviser, qui n'en est pas une. On doit s'asseoir et regarder comment la CIUM fonctionne. Je reviendrai sur ça tantôt, qu'est-ce que ça veut dire. Et si on prend des mesures, si on décide de choses, ça doit se faire par consensus, évidemment pas sous contrainte. Donc, c'est intéressant. On constate que jamais dans cet article-là, on parle d'une révision, qui est un terme juridique qu'on connaît bien en droit des traités, qui peut mener à des amendements, mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Et d'ailleurs, quand on continue de lire l'article 34.7, c'est très intéressant parce que c'est l'article qui nous parle aussi de la date d'échéance de l'accord. Longtemps, là, Donald Trump, durant la négociation, il voulait que l'accord vienne à échéance régulièrement. Il voulait des clauses crépusculaires. Et on a refusé ça. Parce que l'idée d'un accord de libre-échange, c'est le contraire de ce que Richard vous a dit que Donald Trump cherche. L'idée d'un accord de libre-échange, c'est de la prévisibilité, c'est de la sécurité pour nos entreprises, pour qu'une entreprise qui développe un produit soit en mesure de savoir dans quelles conditions je vais faire affaire avec mes partenaires, selon quel droit de douane je vais pouvoir importer certaines pièces, certains intrants. Et donc, on a eu une victoire sur cette question-là dans la négociation de la CIUM. On a réussi à avoir un délai de 16 ans. Donc, la CIUM dure 16 ans, pas 6 ans. Ce n'est pas au terme de 6 ans qu'on renégocie, c'est au terme de 16 ans. Mais l'article 34.7 va encore plus loin que ça. Ce qu'il nous dit, c'est qu'avant chaque période de 6 ans, chacun des 3 États doit dire s'il renouvelle pour 16 ans. Ce qui veut dire que les négociateurs avaient pensé à ça. Ils s'étaient dit, c'est pas vrai qu'on va laisser aller les choses, puis tout à coup, il va rester juste 5 ans, 4 ans, 3 ans. Il y a trop d'instabilité. Donc, c'est vrai que la CIUM n'a qu'une durée de 16 ans, mais ce qu'on veut, c'est que chaque pays confirme avant la période de 6 ans
qu'ils renouvellent pour un autre 16 ans. Et qu'est-ce qui arrive si un des 3 pays ne renouvelle pas? L'examen conjoint doit se faire après ça à chaque année. Donc, de toute évidence, l'examen conjoint, ce n'est pas une renégociation. C'est une rencontre entre les 3 ministres ou leurs délégataires. Donc, qu'est-ce qu'on doit tirer de la lecture de cet article? Je vous l'ai dit, il n'y a rien dans la CEUM qui prévoit une obligation de révision ou de renégociation d'ici juillet 2026. Les États doivent certes se rencontrer d'ici juillet 2026, mais pour faire un examen conjoint du fonctionnement, puis prendre des décisions par consensus. Ils doivent aussi, d'ici le 1er juillet 2026, dire s'ils renouvellent ou pas pour un autre 16 ans. Et si un des 3 pays refuse de renouveler pour un autre 16 ans, bien dans ce cas-là, l'examen intérimaire va se faire à chaque année. Peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez, c'est quoi la différence? C'est quoi ça, un examen conjoint? C'est quoi une révision? C'est quoi la différence? Pourquoi elle insiste autant sur ça? C'est quand même des termes qui sont fréquemment employés en droit des traités, en droit international. On voit souvent ça dans les traités. Alors, je vous résume. Un examen conjoint, c'est vraiment une évaluation périodique du fonctionnement d'un traité. On cherche quoi? On cherche à corriger le fonctionnement, à corriger certains mécanismes qui ne fonctionnent pas comme prévu. L'objectif, généralement, c'est de s'assurer de la bonne application du traité, d'identifier d'éventuels problèmes, de proposer des ajustements dans le cadre des mécanismes qui sont déjà prévus. Autrement dit, on vise la mise en œuvre, l'efficacité du traité. On ne va pas renégocier le fonds, on ne va pas remettre en cause la gestion de l'offre, on ne va pas rouvrir les listes tarifaires, les concessions. Ce n'est pas l'objectif et un examen conjoint ne mène pas à une modification du contenu du traité. J'arrive au bout de mon temps? Ça ne sera pas long. La révision, elle implique de revoir au complet certaines parties, voire l'ensemble du traité, et au terme de ça, on peut modifier le traité. La plupart des traités vont prévoir un processus de révision, ce que ne fait pas la CEUM. Une fois qu'on a dit ça, dans la réalité, cette distinction ne sera probablement pas faite par les États-Unis. Donald Trump le dit, il y a une obligation de révision, j'ai gagné ma négociation, on va réviser, on va renégocier, je vais asseoir tout le monde, puis on va renégocier la CEUM. Il dit ça malgré l'évidence, malgré la clarté de la disposition de la CEUM, malgré le contexte de son adoption qui confirme la lecture, ce dont je vous ai parlé, le refus de la clause crépusculaire, malgré le gros bon sens qui aurait conclu un accord de libre-échange qui était renégociable au terme de 6 ans. Donc, malgré ça, il est fort à parier que l'administration Trump va exiger une renégociation de la part du Canada, mais au moins, arrivons à la table de négociation en sachant qu'on n'a pas cette obligation-là, en étant conscients qu'on n'a pas à le faire. Puis argumentons-le. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qui nous menace de tarifs? Qui nous menace de nous annexer sous contrainte économique? Qui nous menace de se retirer de la CEUM? Il le fait déjà. Alors qu'on est doux comme des agneaux. On lui donne tout ce qu'il veut, le tsar du fentanyl, on réagit à tout. On a même à un moment donné évoqué l'idée d'exclure le Mexique de la CEUM pour faire plaisir aux États-Unis qui étaient fâchés que le Mexique accepte trop de produits chinois. C'est la théorie du fou. Il nous inonde sans arrêt de menaces sur tous les plans. Il nous amène à le considérer comme imprévisible. Il nous mène à croire qu'il va réaliser ses menaces, puis il joue avec nous. Donc, sachons nos droits. Assoyons-nous à la table de négociation si on y est contraint, parce qu'on est bien conscient qu'on est le Canada face aux États-Unis, mais faisons-le au moins intelligemment et arrêtons de mettre de côté la règle de droit. Ce n'est pas parce que lui, il met la règle de droit de côté que nous devons le faire. La majorité des pays dans le monde continuent à jouer selon la règle de droit. La majorité des pays dans le monde réagit quand il va contre la règle de droit, puis c'est au Canada de montrer peut-être aux États-Unis le chemin à prendre cette fois-ci. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, Trump voudrait peut-être aller vers des accords sectoriels, de dire Richard. Geneviève dit, il n'y a rien qui presse. Et c'est vrai qu'on a été doux comme des agneaux à date. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est les laisser gagner au hockey. Mais pour le reste, pour l'instant, on est très doux, effectivement. Michel.
Bien, premièrement, merci de cette invitation-là. Vraiment, c'est vraiment, même si on est devant beaucoup d'incertitudes, on est obligé quand même de se prononcer. Mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'on peut dire un peu n'importe quoi de nos jours et puis c'est le lendemain, ben c'est passé date. Il y a tellement de choses qui se disent. Mais j'aimerais ça être dans le monde de Geneviève Dufour, mais j'y crois pas trop à la règle de droit actuellement. Puis je vais être un peu, je vais provoquer un petit peu la réflexion en disant que, ben, on n'est pas obligé de négocier, on n'est pas obligé de réviser, il y a la règle de droit, mais dans le fond, peut-être que la CIUM est déjà mort. Peut-être qu'on est déjà dans l'étape de renégociation dans le monde de Donald Trump. Peut-être que Donald Trump, il pense que présentement, il est en train de négocier, mais il ne négocie pas à une table, lui. Il négocie différemment, à coups de menaces, c'est bien décrit. Hein? Donc, maintenant, ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont fait ça avec le Canada. Il faut se le rappeler. Hein, peut-être différemment. Quand même, Trump, il a sa particularité. Mais rappelons-nous, par exemple, de Ronald Reagan. Ronald Reagan qui, avec Pierre Trudeau, n'était pas très, très content des politiques économiques, de l'interventionnisme économique du Canada, etc. Et puis, ça a pris notre commission McDonald pour rappeler que, ben, finalement, on devrait peut-être négocier, on va oublier la diversification des exportations, on va oublier l'interventionnisme, trouver une troisième voie, la troisième option s'appelait, et on va négocier avec les États-Unis. Et je rappellerai que Ronald Reagan avait le même discours. Unilatéralisme. Le Canada avait peur de l'unilatéralisme. C'est pour ça qu'on a signé. On a été contraints dans un certain sens, faute d'avoir une autre option, faute d'idées, dirait peut-être Christian Debloc et Dorval Brunel, hein, parce qu'ils avaient produit une belle publication qui s'appelait « Le libre-échange par défaut hein. ». Donc, effectivement, on ne savait pas quoi faire, mais eux autres, les États-Unis, ils savent toujours quoi faire. Alors là, qu'est-ce que les États-Unis... Et puis je rappellerai d'ailleurs que toutes les mêmes histoires sur les exportations, la monnaie, les dévaluations compétitives, la balance commerciale, le manque de compétitivité, c'était toute la faute des autres. Hein. C'était la même chose. Sauf que Ronald Reagan, avec son équipe, croyait quand même à la règle de droit. C'est là que je te rejoins. Il a reconstruit la règle de droit autour de l'accord de libre-échange avec le Canada en premier, puis après ça s'est étendu avec l'ALENA, mais on a fait beaucoup de concessions. En 1994, on a ouvert sur les services, on a les services financiers, etc., t'en parlais tout à l'heure. Et on a ensuite basculé vers... ta chaire s'appelle le commerce inclusif, etc. On va en reparler. Mais on a tombé dans un paradigme où on a voulu maîtriser, rendre ce libre-échange plus progressiste. Et c'est ça qui a tombé actuellement. C'est ça la révolution, c'est-à-dire que moi, je vois plus loin, c'est-à-dire Trump, lui, il pense pas à la CIUM. Bon, c'est sûr qu'il est obligé de le respecter et il a demandé à ses amis, donc, les 3 rapports qu'on va voir en avril, et ils vont nous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça fait longtemps qu'on le sait, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que moi, je retournais au projet 2025, et c'est déjà tout écrit. Puis là, ils ont eu le temps de voir comment ils vont faire. Donc là, ils sont en train de pousser le changement, la révolution industrielle aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller vite, avant que les démocrates puissent peut-être gagner un peu de pouvoir à la Chambre du Congrès, au Congrès? Ben, il faut qu'ils aillent vite. Donc là, ils sont en train de bousculer. Ils sont en train d'enlever tous les obstacles institutionnels, toutes les règles de droit dont tu parles aux États-Unis, les institutions. C'est un massacre. C'est un massacre. Et moi, je ne sais pas comment on va pouvoir résister à ce tsunami. Je ne le sais pas, à moins d'inventer une politique de diversification. Mais justement, Richard, tu nous as demandé tout à l'heure, mais c'est qui nos alliés? C'est qui va nous suivre dans ça? Puis, est-ce qu'il faut encore reposer la question, est-ce qu'on peut faire autre chose que suivre les États-Unis? On est quand même, justement, au nord de la frontière de ce grand pays, ce géant. Et présentement, il y a quelque chose, tu as parlé, là je m'égare un petit peu, mais tu as parlé justement des secteurs. Mais moi, je regarde le commerce électronique et l'intelligence artificielle. Regardez tout l'argent, bon, premièrement,
toute l'influence, l'alliance entre le pouvoir politique super concentré dans l'exécutif et les amis, donc, dans les big tech. Regardez toutes les annonces, donc, pour gagner la guerre avec la Chine sur les data centers et sur l'intelligence artificielle, ça pousse fort. On l'a vu avec DeepSeek, là, ils sont poussés à aller plus loin, plus fort. Et on voit aussi l'alliance avec toute l'IA et la défense. Je ne sais pas, nous, comment on peut tirer notre épingle du jeu dans cette situation-là, où est-ce qu'il est en train de faire une révolution industrielle qui va transformer l'économie mondiale. La seule affaire qu'on peut espérer, c'est peut-être qu'il se plante. Mais s'il gagne, ben on va être pris avec lui, puis on va être pris avec, justement, ses règles. Les règles de l'exécutif, les règles de ses amis qui sont très, très, très puissants. Les alliances, donc il y a un changement de paradigme et je pense qu'on s'en va vers le choc des civilisations. On l'a oublié, celui-là de Samuel Huntington. Et puis aussi un crack, Slobodian appelle ça le crack-up capitalism, où est-ce que justement on détruit l'État. On ne met pas l'État au service du marché comme on le fait avec l'ALENA et puis avec... donc c'était déjà quelque chose qu'on pouvait critiquer, mais là maintenant on va détruire l'État avec le marché. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Michel. On aura l'occasion d'y revenir. On va terminer le premier tour de table. Oui, c'est ça. Alors, je leur disais, je vous demanderai peut-être si vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Je pense que dans le cas de Michel, c'est clair. Ouais, je pense que je suis un peu plus optimiste que Michel. Une anecdote, il y a une vingtaine d'années, un de mes collègues qui est spécialiste des relations Canada-États-Unis qui me dit, pour comprendre la relation Canada-États-Unis, c'est la théorie des jumelles. C'est comme des longues vues. Les Canadiens prennent les lunettes du bon côté puis ils voient tout ce qui se passe aux États-Unis comme étant exagérément important pour eux. Puis à l'inverse, les Américains regardent du mauvais sens, fait que tout a l'air trop petit pour eux. Donc le Canada est un peu insignifiant à leur égard. Puis je dois dire que sur les relations commerciales entre le Québec et les États-Unis, c'est exact encore une fois. On exagère au Québec notre dépendance commerciale envers les États-Unis et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'on est frontalier avec l'État de New York, puis la province de l'Ontario. D'accord? La distance entre Toronto et Manhattan est à peu près la même pour un camionneur, 500-600 km. Puis la population de l'État de New York est de 20 millions, l'Ontario, 16 millions. S'il y a un accord de libre-échange, puis qu'on fait du commerce, normalement, la gravité économique nous attirait vers l'État de New York. Mais savez-vous qu'on exporte 6 à 7 fois plus en Ontario que dans l'État de New York? On exporte pour 53 milliards de dollars en Ontario contre 8,6 milliards dans l'État de New York. Je vais vous donner un autre exemple. À l'autre bout du continent, il y a la Californie qui, si elle était indépendante, elle serait un des pays du G7. C'est un État qui est de loin le plus riche des États-Unis, suivi du Texas, puis après de l'État de New York. Si le Canada est un État américain, d'ailleurs, on serait le numéro 4. Malgré tout, on exporte 3,5 fois plus en Colombie-Britannique et ses 4 millions d'habitants qu'en Californie. D'accord, les chiffres sont 3,9 milliards pour la Colombie-Britannique, 2,6 milliards pour la Californie. On exporte plus au Nouveau-Brunswick qu'au Massachusetts. Donc, gardez ça en tête. Le commerce international du Québec, son premier partenaire commercial, si ce qu'on envoie au Canada était une exportation, ce serait le Canada avant les États-Unis. D'accord? Alors, là, vous allez me demander, oui, mais on parle toujours de 74 % des exportations québécoises s'en vont vers les États-Unis. Bon, c'est vrai. Il y a une petite nuance que je devrais faire. Oui, c'est ça, c'est que 75 % des exportations canadiennes vont aux États-Unis, donc de tout le Canada va vers les États-Unis. Et c'est vrai que 14 % des exportations québécoises vont aux États-Unis si on n'inclut pas le Canada dans notre calcul, si on ignore le Canada. Alors, je vais vous mettre la proportion réelle. Imaginez que le Québec n'a juste une seule entreprise, qu'elle produit des biens et des services, où irait sa production à chaque année. Alors, l'essentiel de sa production, 53 %, je vais arrondir à 50 pour les biens de la conférence, pour arrondir, c'est le Québec. Donc, le plus gros marché de production pour les produits et services, c'est le Québec. Numéro 2, Canada avec 21,5 %. Numéro 3, États-Unis avec 21 %. Le reste du monde, 7,5 %. Donc, les tarifs douaniers touchent
21 de la production ou des exportations de cette entreprise-là, pas 74 Vous voyez, il y a une différence qui est majeure. Ensuite, le Québec, comme vous le savez peut-être, ou je vais peut-être vous l'apprendre, est en déficit commercial en ce moment. Ce déficit commercial-là ne s'explique pas par notre commerce avec le Canada, parce qu'on a un surplus de 8 milliards, et ne s'explique pas avec nos relations avec les États-Unis, parce que là, on a un surplus de 44 milliards. Donc, Trump a un point, le Québec a un surplus commercial important. Mais là, et bon, avec qui on a des déficits? L'Union européenne, 17 milliards, les pays du partenariat transpacifique, 10 milliards, la Chine, 9 milliards, le Mexique, 5 milliards. Bref, le Québec est en déficit commercial avec tout le monde, sauf une exception, tout le monde à l'exception des États-Unis, du Canada et une autre exception. Donc, globalement, c'est avec le reste du monde qu'on a des déficits commerciaux. Mais là, je vais mettre une nuance qui est importante parce que quand les États-Unis font produire un iPhone en Chine, puis que nous, on importe l'iPhone ici, ça creuse notre déficit commercial avec la Chine, même si la moitié de la valeur retourne aux États-Unis. Donc, les chiffres du commerce international tels qu'ils sont présentés par Statistique Canada puis l'Institut de la statistique du Québec sont des méthodes de calcul qui datent des années 1950. À l'époque où l'essentiel d'un produit venait de pièces et de main-d'œuvre locales, est exporté dans un deuxième pays. Mais aujourd'hui, avec les chaînes de valeur globale ou les chaînes d'assemblage mondial, on ne calcule que le pays de destination d'arrivée, en fait, donc la Chine vers le Canada, et ça creuse le déficit du Canada vis-à-vis de la Chine. Mais, comme les iPhones, les voitures qu'on importe, par exemple du Mexique ou de l'Europe, ont beaucoup de pièces et de composantes qui viennent d'ailleurs. Les avions qu'on assemble même au Québec, qui sont exportés aux États-Unis, ont beaucoup de pièces et de main-d'œuvre qui viennent des États-Unis. Et les chiffres du commerce international sont globalement assez faux. L'OMC nous dit, c'est une hypocrisie organisée, comme le dit un auteur, on travaille avec les chiffres qu'on sait faux, mais c'est les meilleurs qu'on peut savoir, donc on travaille avec des mauvais outils en somme. L'Organisation mondiale du commerce nous a déjà dit, si vous excluez la réexportation, bref, les pièces et main-d'œuvre que vous mettez dans vos avions, vous exportez, il faut réduire le déficit commercial du Canada envers les États-Unis d'environ 33 Alors ça, c'est un appel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille à Statistique Canada dans la salle, mais vous devriez peut-être mettre une petite note de bas de page dans vos analyses qui nous dit qu'on a un gigantesque surplus commercial avec les États-Unis parce que Trump n'aime pas ça. Dernier point, je ne sais pas où j'en suis avec le temps, mais je vais faire comme d'habitude. Est-ce qu'on peut multiplier... C'est toujours ça. Ça va? Est-ce qu'on peut multiplier ou accélérer ou faire croître le commerce interprovincial? Certainement, on nous dit qu'il y a beaucoup de protectionnistes pan-canadiens. J'ai travaillé sur ces dossiers-là pendant des années. J'ai même eu des mandats du gouvernement du Québec dans le passé. Puis, c'est dans le domaine des services qu'il y a l'essentiel des mesures protectionnistes interprovinciales, très peu dans les produits. Donc, il n'y a pas de tarif interprovincial, il y a de la réglementation qui est distincte, mais il y a des choses faciles à régler. Comment ça qu'il n'y a pas de vin de la Colombie-Britannique à la SAQ, comme d'ailleurs il n'y a pas vraiment de vin québécois? C'est parce qu'il faut passer par le monopole public il faut avoir un certain volume. Donc, il faut avoir un certain effet de taille pour avoir un accès au marché canadien. Une des caractéristiques du commerce interprovincial qui n'est pas commun, qui n'est pas présent dans nos commerces avec les États-Unis, c'est que la moitié de ce qu'on exporte est un service et non pas un produit manufacturier ou une matière première ou un produit agricole. On n'exporte quasiment pas de services au Québec à l'extérieur de nos frontières, une véritable exportation à l'extérieur du Canada. Mais la moitié de ce qu'on exporte au Canada est un service. C'est très important. C'est les emplois qu'on veut pour nos jeunes. Et là, il y a des barrières protectionnistes importantes. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un comptable au Québec, vous avez le droit de pratiquer la comptabilité, vous êtes un comptable agréé, vous n'avez pas le droit de pratiquer en Ontario parce que ce n'est pas les mêmes normes comptables. Alors, on pourrait essayer d'uniformiser les normes, mais ça devient extrêmement difficile. Dans le domaine de la construction, il y a des façons les syndicats ont des façons différentes de catégoriser les corps de travail. On pourrait essayer de les uniformiser. Mike Carney nous l'a déjà dit qu'il y avait trop de distinctions entre l'Ontario et le Québec. Là-bas, il y en aurait juste 7. Nous, on aurait 36 corps de métiers différents. D'accord, ça pourrait sûrement se faire. Les avocats du barreau qui doivent passer le barreau dans toutes les provinces. OK, mais tout ça existe aussi envers les États-Unis. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a plus de protectionnisme interprovincial
que face aux relations avec les États-Unis. Dernier point, le Québec, je vous l'ai dit, a un gros déficit commercial. Là, puis à chaque année, une grosse partie de notre déficit commercial s'explique parce qu'on importe énormément de pétrole, on importe énormément de voitures. Donc, la décarbonisation de nos économies, c'est une des façons de diminuer notre déficit commercial. Si, là, je vais être un peu plus dur que Geneviève, si les Américains n'ont pas de parole, si autrement dit, renégocier l'ALENA il y a 6 ans fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut le jeter aux poubelles, donc ça indique que signer un contrat avec les États-Unis, ça n'a plus de valeur. Bien, si les Américains ouvrent la porte, moi, j'annulerais les contrats de vente d'électricité aux États américains frontaliers parce qu'on en a besoin de cette électricité-là, puis j'ai beaucoup de doutes sur la capacité du gouvernement du Québec à doubler la capacité de production d'Hydro-Québec dans les prochaines années pour favoriser l'électrification des transports. Fait que si les Américains veulent jouer dur, ben écoutez, nous aussi, on est capable de prendre des décisions pour notre propre intérêt. J'ai commencé optimiste, puis là, j'ai fini, je me suis fâché. C'est correct, c'est un bel équilibre. On a eu un bel équilibre sur l'atelier. Beaucoup d'idées ont été échangées, ont été partagées avec les membres de l'auditoire. Vous pouvez déjà commencer à penser aux questions que vous souhaiteriez poser à nos panélistes. Et ça vaut pour les gens en salle et les gens à la maison également. Et il y a déjà une question qu'on nous pose à la maison et qu'on nous pose souvent là, depuis quelques semaines. D'un point de vue de droit des accords de commerce et tout ça. Comment se fait-il que Trump puisse se permettre, s'il va de l'avant avec des tarifs, mais comment se fait-il qu'il puisse se permettre d'aller de l'avant avec les tarifs qu'il promet? Si, par exemple, c'est un 25 % sur tout, 10 % sur l'énergie, 25 % additionnel sur l'acier et l'aluminium, comment se fait qu'il peut le faire alors que, justement, il y a un accord de commerce avec les États-Unis et le Mexique, il y a l'ASEUM? On va répondre en même temps. Il peut pas. Il bafoue le droit. Donc, la sous-question, c'est quels sont les recours, en fait, quels sont les recours pour le Canada et pour le Québec dans un cas comme ça? Des recours sur papier, il y en a 2, 3. Des recours efficaces, il y en a 0. Voilà. En fait, le droit international et le droit international économique ne sont pas faits pour faire face à des voyous. Vous, comme citoyen, vous êtes soumis aux droits de l'État canadien, puis de l'État québécois, même du droit municipal. Vous n'avez pas le choix. Le droit international n'est pas fait de la même façon. Le droit international, c'est un droit qui est négocié et c'est un droit qui est librement consenti. Donc, quand un pays décide qu'il va s'engager, qu'il va signer un contrat, il le fait de bonne foi. Et d'ailleurs, on a une règle en droit international qui stipule que la bonne foi se présume. Donc, on ne prévoit pas le droit de la même façon. Tu as pris un engagement qui est bon pour toi, qui est bon pour ta population, qui est bon pour ton pays, puis on accepte, on prend pour acquis que tu vas le respecter. Ça se peut qu'on ait des conflits. Ça se peut qu'on considère qu'on n'a pas la même interprétation ou qu'on se chicane dans l'application. Là, on va prévoir un juge qui va trancher l'affaire. Mais un vrai bum, là, un vrai voyou, le droit international n'est pas fait pour ça. Et habituellement, ce n'est pas les grands pays de ce monde qui agissent comme voyous de manière aussi délibérée. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Des invasions de pays, on en a fait. Mais là, ici, là, c'est... Richard et Michel, ensuite. Un petit élément. Jusqu'à récemment, le droit international économique avait une force que n'avait pas le reste du droit international. Pendant longtemps, le droit international souffrait exactement du phénomène que Geneviève décrit. C'est-à-dire que vous aviez la Cour internationale de justice qui pouvait dire à Israël « sors de Gaza », mais il n'y a pas de policier international qui va sortir Israël de Gaza. Vous pouviez avoir autant de résolutions des Nations unies que vous vouliez, qui allaient dans un sens ou dans l'autre. Personne, il n'y avait pas d'huissier, il n'y avait pas de policier, il n'y avait pas pour venir mettre en place la décision. Le droit international économique, jusqu'à récemment, se distinguait du fait que les États appliquaient les décisions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une capacité de réplique et de rétorsion, de représailles, qui avait une certaine efficacité. Depuis Trump, ça, c'est complètement bafoué parce qu'il ne craint pas. Il est un peu comme l'évoque Geneviève, il est celui qui, dans la cour d'école, laisse tomber les gants et dit « viens-t'en ». Mais c'est complètement bafoué par lui, là. Parce oui. qu'il faut se rappeler qu'il y a 165 autres membres de l'Organisation mondiale du commerce qui suivent les règles encore, oui. La plupart du temps. Michel? Je ne suis pas en désaccord, mais quand même, il faut dire que le droit international économique le droit commercial n'a jamais remplacé les politiques commerciales qui restent des politiques, des lois nationales.
Donc, Trump peut, et d'ailleurs, dans les lois présentement, ce qu'il évoque pour aller très, très vite, pour nous faire peur, pour nous forcer à la table de négociation ou à accepter ses conditions de commerce et d'affaires, eh bien, c'est de nous faire peur avec des tarifs, mais il les justifie avec l'élément de sécurité nationale. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que son équipe, parce que le 1er avril, on va savoir un petit peu plus, là, parce qu'ils vont revenir avec comment la politique commerciale des États-Unis pourrait, et c'est l'agenda là, que je voyais un petit peu, c'est-à-dire comment on peut modifier. Moi, je pense que ça va être un nouvel accord qu'ils vont nous proposer, parce que ça va être complètement différent, justement par rapport à des secteurs très particuliers, très stratégiques. Donc, c'est juste certaines... Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est que même Donald Trump essaye de justifier ses tarifs au regard d'une exception juridique, celle de l'exception de sécurité très opportuniste. Nationale. Donc, même lui ne laisse pas tomber complètement le droit. Puis, tu sais, les accords sectoriels, on peut en parler, hein, parce que c'est interdit selon le droit du commerce international. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait durant son premier mandat. C'est interdit par l'article 24 du GATT. Donc, est-ce que nous, on va s'embarquer là-dedans? Donc, Richard a dit, on ne doit pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais même l'OMC avait eu un secteur, les télécommunications, c'était un accord plurilatéral. Oui, mais c'est un accord de l'OMC. C'est-à-dire qu'un accord commercial régional, un accord de libre-échange conclu entre quelques pays, qui n'est pas un accord de l'OMC, est légal s'il respecte les conditions de l'article 24 du GATT. Et pour être légal, il faut qu'il libéralise l'essentiel des échanges. Donc, pas être sectoriel. Tout à fait. Le critère de l'article 24 du GATT, quand on a, exactement comme Geneviève le dit, pour qu'il soit légal, pour qu'il soit conforme au système commercial multilatéral, c'est qu'il couvre, l'expression, c'est l'essentiel des échanges commerciaux, ce qui ne serait pas le cas d'un accord sectoriel. OK, donc s'il y a des tarifs, mais oui, j'ai aimé qu'on insiste sur le fait que la menace des tarifs, en fait, est peut-être plus importante pour Trump que le tarif en lui-même. Oui, oui. On verra ce qu'il fait, c'est l'imprévisibilité et tout ça. J'ai aimé ce que vous avez dit là-dessus, Richard, notamment. Mais s'il y a des tarifs, parce qu'il y en a eu la première fois, oui. Ça a duré sur l'alu et l'acier, 1 an dans la première tranche, puis quelques mois ensuite, ou 1 mois ensuite pour la deuxième vague. S'il y en a cette fois-ci, que ça s'éternise, que c'est plus généralisé que la première fois, vous donnez quel conseil à nos gouvernements, Ottawa, Québec, pour la façon de gérer ça et de faire en sorte que ça se règle à l'avantage d'Ottawa, des Canadiens, des Québécois, des entreprises aussi? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y en a ici qui se demandent ce qui va arriver, combien de temps ça va durer, comment ça peut les affecter, qu'est-ce qu'on fait en attendant. J'aimerais vos réactions là-dessus, si possible. Donald Trump est entré, pour son premier mandat, Donald Trump est entré aux affaires le 20 janvier 2017 à midi. Premier mandat. Il demande la renégociation de l'ASEUM, de l'ALENA à l'époque. Le Mexique et le Canada ne sont pas très favorables à ça. Ils sont plutôt contents d'un accord qui a mal vieilli, mais qui fonctionne tant bien que mal. Et Donald Trump arrive avec ses menaces sur l'acier et l'aluminium qu'il va implanter début 2018. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les États-Unis invoquent, puis ils cherchent toujours un socle juridique, c'est tout à fait vrai, ils invoquent la sécurité nationale. Et ils invoquent une loi américaine qui est l'article 232 du Trade Expansion Act. Quand on renégocie ce qui deviendra l'ASEUM, puis ça se trouve encore sur Internet, vous pouvez le trouver facilement, on va assortir l'ASEUM de lettres, des lettres d'engagement dans lesquelles les États-Unis vont dire « Si je me prévaux encore de l'article 232 du Trade Expansion Act, je vais te donner un préavis de 60 jours. » Puis on va s'asseoir à la table, puis on va en discuter. Oui. Et là, la dernière menace de tarif, dans le dernier décret qui a failli mener à l'imposition de tarifs, n'invoquait pas l'article 232, invoquait une loi sur l'urgence nationale, ce qui, en droit de l'OMC, revient quand même à l'exception de sécurité nationale, l'article 21 du GATT. Mais là, il y a quand même eu une petite pensée juridique qui s'est dit je ne vais pas activer les lettres d'engagement, je ne vais pas invoquer l'article 232, je vais invoquer autre chose. Donc, il y a toujours un petit souci pour le droit quand même, quelque part. Peut-être quelqu'un dans son équipe qui dit faites pas exprès. Et donc, ce qu'il faut faire pour répondre à ta question, il faut étirer le temps. Après, il faut voir combien de temps notre industrie est capable de tenir. C'est exactement le jeu qui nous joue avec le bois d'œuvre. Et vous vous rappellerez, l'élection qui mène à la première prise du pouvoir de Harper en 2006, à cette époque-là, vous avez le gouvernement libéral de Martin qui dit « il faut continuer de jouer la règle de droit ». Puis vous avez Harper qui dit « oui, mais l'industrie du bois est asphyxiée, il faut régler ».
C'est Harper qui gagne l'élection, pas à cause du bois, mais pour toutes sortes d'autres raisons. Et lui s'assoit avec les États-Unis puis signe Bois d'œuvre 4, tout de suite, un autre accord qui va ramener de l'argent, qui va ramener un peu d'oxygène aux papetières canadiennes. L'enjeu va être encore là, cette fois-là peut-être pour l'acier et l'aluminium. Combien de temps l'industrie va être capable de toffer? Combien de temps l'industrie va être capable d'endurer le fait de soit vendre moins, soit vendre trop cher, soit vendre à perte? Et donc, c'est le temps qui va nous dire comment on joue, mais il faut résister le plus possible. Il ne faut pas lui faire... Puis je vais être clair là-dessus, il ne faut pas faire de gains à Trump avant les midterms, avant les élections de mi-mandat. Moi, je ne suis pas d'accord pour lui donner un gain. Il ne faut pas qu'il y ait de gain. C'est l'électorat américain qui est notre meilleur allié. Nous avons des alliés objectifs aux États-Unis. Rappelez-vous la négociation en 2018, quand la US Chamber of Commerce envoie une lettre à Washington en disant « C'est assez, arrêtez de niaiser le Canada, on veut un accord là », les négociations se sont accélérées. Puis ça s'est fini relativement rapidement. En décembre 2018, on a la première version de l'ACOM à ce moment-là. Nous avons des alliés objectifs. Il faut que nos alliés objectifs, il faut que ça leur fasse mal au portefeuille, il faut que ça fasse mal aux affaires. Rappelons-nous toujours, nous n'avons pas une économie complémentaire avec les États-Unis. Nous avons des économies imbriquées. Quand la canette de Budweiser coûte plus cher aux États-Unis, elle coûte plus cher au Canada. On est sur les mêmes produits. On fabrique la même chose. Quand vous regardez les chiffres de vente, exportation du Canada vers les États-Unis, importation à partir des États-Unis, on se vend la même affaire. On est dans toutes les mêmes chaînes de valeur. On n'est pas comme quand on fait du libre-échange avec le Maroc où on importe des clémentines puis on vend des services financiers. On vend des pièces auto, ils nous vendent des pièces auto. On vend de l'aluminium, ils nous vendent de l'aluminium. On vend de l'électricité, ils nous vendent de l'électricité. On se vend les mêmes affaires. On est dans les mêmes chaînes de valeur, on fabrique la même chose. Quand on va cibler des tarifs, quand on va cibler nos représailles pour faire mal aux États-Unis, si on rentre là-dedans, il ne faut pas cibler des produits, il faut cibler les représentants. Quel électeur va avoir mal? Quel est le représentant à la Chambre des représentants qui risque de parler pour nous autres? C'est dans sa circonscription qu'il faut blesser. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la stratégie. Ce qui est d'ailleurs la stratégie qui a été mise de l'avant. Oui. Si on regarde la liste des produits qui a été publiée par le gouvernement d'Ottawa, on voit, bon, il y a toujours les usual suspects, le whisky du Kentucky notamment. C'est ça. Et les oranges floridiennes. Il faut faire mal en Floride parce que c'est Trump. Il faut faire mal au Kentucky parce que le représentant il est stratégique. Il faut viser des individus, des électeurs, des représentants, je veux dire, à Washington. Oui, sauf que c'est ça. Il y a des produits sur lesquels la solution de rechange, on la voit sur les tablettes, c'est assez simple. Pour le whisky, il y a le Canadian whisky, c'est assez clair. Il y a le bourbon, mais dans d'autres secteurs, ça devient plus compliqué, probablement, de faire la part des choses. Michel? Bien, j'abonderais dans ton sens. Je pense qu'il faut jouer sur les interconnexions. On oublie ça, c'est-à-dire que quand même, l'Amérique du Nord est très, très interconnectée, imbriquée, intégrée. Et puis ça, à long terme, tu sais, le vent va tourner à un moment donné. Il va y avoir un retour du balancier. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi une vue à long terme de dire bien, comment on peut sauver ces modèles d'intégration, ces processus d'intégration, puis pas trop réagir dans un certain sens pour justement donner l'idée à Trump que justement, il peut nous faire encore plus mal en défaisant ces liens-là. On va prendre une question en salle juste ici. Éric. Bien, je pense que c'est Éric. C'est vrai qu'on ne voit rien d'ici, mais je pense que c'est Éric. Je suis introduit à nouveau Éric Duchesne, professeur titulaire sciences politiques à l'Université Laval. Je vais m'improviser commentateur du panel, mais inquiète-toi pas, Frédéric, je vais être très court. Sur la question des tarifs, là, je vais être d'accord dans certaines mesures avec Geneviève. Trump se garde une petite gêne. Il reste à l'intérieur des règles de droit parce que, justement, là, une petite règle obscure là, qui s'appelle l'AIPA, qui est très peu connue des gens, pour les tarifs là, généraux où il a invoqué la crise du fenil sur là. Et sur l'acier aluminium, bien, on est du retour à 232. Là, ça reste à voir là, avec ces fameux tarifs de réciprocité directe et non pas de réciprocité diffuse. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va invoquer pour ça. On verra. Là, il devra peut-être sortir de la règle du droit. Premier commentaire, parce que je veux y aller rapidement. Deuxième, je reviens à Geneviève. Je suis content que tu parles de 34,7 parce que je suis certain que M. Legault, je vais le dire publiquement, lorsqu'il parle de renégociation, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, on ne va pas s'attendre que le citoyen moyen va comprendre là,
qu'est-ce qu'il y en est? Évidemment, ce n'est pas une renégociation. Éventuellement, ça sera peut-être une renégociation, mais ce n'est pas de devancer la renégociation qui devait avoir lieu le 1er juillet. Moi, j'ai des élus qui m'ont, même de l'ADQ, qui m'ont contacté pour que je leur explique ces faits-là. Donc, nos de la élus, CAQ? de la CAQ, excuse-moi, là. Je vis dans le passé. Excuse-moi, petit lapsus malheureux. Donc, c'est vrai, donc il ne faut pas s'attendre à ce que, même parmi les experts, Richard, Yann Simon et moi, on a fait l'objet d'une communication à Washington l'an dernier, puis sur le processus de révision, puis la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est. Stéphane, le troisième point. Je suis content, enfin, que quelqu'un parle des effets de frontières. Ça s'appelle des effets de frontières, les travaux à l'origine de John Helliwell. Pour mettre les choses en perspective, c'est que, si on regarde simplement les exportations, importations, la dépendance aux États-Unis, le plus élevé, évidemment, c'est en Ontario. C'est 49 %, donc pas loin de 50 %. 23 % au Québec. Puis le moins élevé, c'est en Colombie-Britannique, c'est 16 % parce qu'ils sont liés sur le risque. Aux États-Unis, là, ce qu'on dit, on va mettre les tarifs dollar pour dollar. Puis on pense qu'on va leur faire mal. Bien, parlons des plus gros États. Qu'est-ce qui est équivalent? La Californie a une dépendance de 2 %. Donc, de leur PIB, de la Californie, qui dépend du Canada, c'est 2 %. 1 % en Floride, 3 % au Texas. Le seul État qui est assez élevé, relativement élevé, encore une fois, c'est le Michigan. Donc, se dire qu'on va imposer dollar pour dollar, qu'on va leur faire aussi mal qu'eux peuvent nous faire mal, bien, désolé, on se tire carrément dans le pied. Dernier commentaire très, très rapidement, parce que je ne veux pas me monopoliser. C'est très, 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 très rapidement. C'est que lorsqu'on parle de cette idée de diversification, il faut bien s'entendre de quoi on parle. Parce que la diversification, on l'a fait depuis qu'on a signé les premiers accords. On a augmenté énormément notre commerce avec le reste du monde. Ce qu'on parle ici, là, c'est le fameux phénomène de de-risking, réduire les risques face aux États-Unis. Donc, ce n'est pas nécessairement de diversification. Bien, je m'arrête là. Je ne sais pas si vous voulez réagir à mes Merci, à mes Éric. commentaires. Je suis sûr que oui. Je suis sûr qu'il y aura des commentaires, des réactions peut-être, où vous pouvez reprendre la balle au bon ou la rondelle qui passe devant vous. Moi, Éric t'en a parlé de sa menace de droits de douane réciproques, là. C'est une menace qu'il a fait à l'ensemble des pays du monde, que dorénavant, là, il allait imposer des droits de douane réciproques. Mais il me semble que c'est pas mal la menace qui est la moins pire pour le Canada, dans la mesure où on a un accord de libre-échange avec les États-Unis, que 99 % et plus de nos lignes tarifaires sont à 0 %. C'est quoi? Il va nous imposer du 250 % sur notre beurre puis notre lait, mais on ne veut pas l'exporter aux États-Unis de toute façon. C'est dans un système de gestion de l'offre. Donc, je n'ai pas fait l'analyse, peut-être que l'un d'entre vous l'a fait, mais quels produits sont visés au Canada ou pourraient être à risque s'ils imposent des droits de douane réciproques? C'est sûr que ça va être un drame là, pour bien des pays dans le monde, pour les pays en développement, ça va être un drame. Là, mais ma question, c'est pour le Canada. Les tarifs réciproques ou les tarifs dollar pour dollar, ou peu importe la formule qu'il adoptera, moi, je continue de ne pas comprendre comment ça marcherait. L'exemple le plus criant serait celui des pièces automobiles. Vous savez peut-être que dans le montage d'une automobile qui est faite entre Détroit et Windsor, certaines pièces auto traversent la frontière 8 fois, avant qu'on arrive à un produit fini qui est mis à la disposition du consommateur chez votre concessionnaire favori. Est-ce qu'on va appliquer les tarifs 8 fois, ça? Mais c'est 0 %. Mais c'est des tarifs, la plupart, c'est des produits qui sont en franchise de droits de douane. Non, mais je sais, mais si on décide qu'on applique des tarifs réciproques, comment ça se 0 ferait? %. Lui, ce qu'il dit, c'est si quelqu'un m'impose un tarif de 20 % puis que moi, pour le même produit, je lui impose un tarif de 2, bien, dorénavant, ça ne sera plus 2, ça va être 20. Non, je vais répondre à son tarif. J'entends ça, mais c'est parce qu'il commence par dire je vais mettre 10 % sur tout ce qui rentre. Si vous répliquez, je vais faire du réciproque. Alors, OK, il met 10, on met 10, il met 10, on met 10, il met 10. Là, le boulon qui est dans mon arbre à cames d'auto, je vais l'avoir payé 8 fois. Je comprends pas.
Mais ça, c'est terrible pour l'aluminium. Oui. Ça, on arrive à du 75 très rapidement. Absolument. Là, je ne comprends pas comment ça marcherait. Tu veux étouffer une économie, c'est comme ça que tu fais. Là, je ne comprends pas. Oui, ou un autre exemple, c'est le pétrole de l'Alberta qui part dans un pipeline, qui va aux États-Unis, puis qui revient au Québec. Est-ce qu'il serait taxé 2 fois là, à la sortie puis à l'entrée? Ben, juste 10 quand même, c'est beaucoup mieux. Pour la question que tu m'as posée sur l'effet frontière, effectivement, pour vous expliquer c'est quoi l'effet frontière, il y a un économiste, John Helliwell, puis après ça, son collègue McCallum, qui a été brièvement ministre et ambassadeur du Canada en Chine, qui a fait des travaux dans les années 80-90 sur... Il mesurait l'effet frontière. Ce que ça veut dire, c'est à distance égale, à population égale, avec un accord de libre-échange, les provinces canadiennes commerceraient-elles plus entre elles ou envers les États-Unis? Puis dans les années 80, l'effet frontière était de 21, les premiers travaux. Après ça, 10 ans après l'accord de libre-échange Canada-américain, l'effet frontière était rendu à 17. Après 10 ans d'ALENA, c'était tombé à 16. Tu sais, c'est quand même, donc autrement dit, on aurait normalement 16 fois plus de commerce interprovincial qu'entre une province canadienne et un État américain, à distance égale, population égale, choses comme ça. J'ai essayé de le calculer à la mitaine, mais là, j'ai pas la patience de ces gars-là parce que la population n'est jamais égale, le taux de change, il y a beaucoup d'autres facteurs, je trouve, mais je pense qu'il serait rendu à 7-8, l'effet frontière. Parce que là, ça fait 30 ans, tout ça, on est beaucoup plus intégrés, on est scènes de valeur, donc tout ça est vraiment important, mais l'effet frontière est encore présent. Et là où l'effet frontière est vraiment massif, c'est dans le secteur des services. Dans les années 80-90, on n'exportait pas de services ou très peu. Aujourd'hui, ça, dans le commerce interprovincial, c'est important, même si c'est encore plutôt faible dans l'international. Un autre point que je voulais faire, c'est sur négocier la pression de Trump, gagner du temps. Un des enjeux qui est important, c'est que si vous êtes un investisseur canadien puis qu'une grande part de vos activités se produisent aux États-Unis, là, vous êtes dans une situation où vous vous posez la question. Bon, premièrement, vous avez décidé de mettre sur pause vos projets d'investissement parce que, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais là, vous allez vous poser la question, est-ce que j'investis au Canada, au Québec, ou si j'investis l'autre bord de la frontière pour avoir accès au marché américain? Il y a entre Montréal et Albany, du côté sud de la frontière américaine, donc entre Plattsburgh et Albany, il y a déjà 600 entreprises canadiennes qui sont installées, qui font des produits manufacturiers, donc Bombardier, Prévost-Corps, des choses comme ça. Est-ce que ça viserait à accentuer le mouvement? Trump en est conscient. L'incertitude qu'il projette fait en sorte que beaucoup de décisions d'investissement vont faire en sorte qu'on va peut-être vouloir agrandir aux États-Unis ou développer davantage aux États-Unis ou pour investir sur le territoire américain. Cela étant dit, il y a aussi un gros frein à investir aux États-Unis, outre le fait que c'est un pays un peu dangereux, là, c'est pas dans la région de Plattsburgh. C'est que le dollar canadien va beaucoup baisser, donc il va avoir l'effet de taux de change. Mais puis là, j'ai perdu l'argument que j'allais dire sur investir aux États-Unis. C'est quoi donc Ah oui, pénurie de main-d'œuvre. C'est bien le fun d'investir dans le manufacturier, mais si vous n'êtes pas capable de réunir la main-d'œuvre pour faire opérer votre entreprise. Puis le Québec, c'est pas beaucoup mieux. Le taux de chômage est historiquement assez bas en ce moment, puis la population est globalement vieillissante. Fait que penser faire une massive stratégie de réindustrialisation avec de la main-d'œuvre abondante, ça n'arrivera pas. Ces scénarios-là sont... Une stratégie de réindustrialisation, ça prend 25 ans. Elle ne sera pas finie pour les midterms, là? Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas compris ça, là, mais... À moins qu'ils les suspendent. Puis après, pour les exportations québécoises vers les États-Unis, il y a, selon l'Institut de la statistique du Québec, il y a entre 11 et 12 000 entreprises qui exportent aux États-Unis. Mais dans certains cas, c'est un marché qui absorbe 60 à 70 de leur production. Puis dans certains cas, dans le domaine au Québec, on va en parler tout à l'heure au panel, là, dans le domaine agricole, il y a des produits sous gestion de l'offre qui sont plus ou moins, en fait, pas vraiment exportés. Mais il y a des produits d'exportation, notamment dans le secteur du porc, qui dépendent énormément du marché américain. Donc ça, bon, on va pouvoir diversifier, en chercher à en vendre plus en Europe ou en Asie, d'accord, ou en manger plus localement, OK, possible, mais quand même, le choc pourrait être brutal pour un certain nombre d'industries localisées. Donc, c'est pour ça qu'un peu comme dans le contexte de la COVID, il y avait des programmes d'aide ponctuels qui pourraient devenir un peu plus que ponctuels dans notre cas, mais ça, c'est vraiment important parce qu'il y a un nombre, on le sait, là, au Lac-Saint-Jean, dans le secteur de l'aluminium, ça va être très touché dans la région de Trois-Rivières. Il y a beaucoup d'entreprises exportatrices qui exportent pratiquement exclusivement aux États-Unis. Donc, ça, c'est un facteur extrêmement important. Merci beaucoup, Stéphane. On y va à micro
droit. Oui, bonjour. Merci de votre présentation. Jean-Noël Bérubé. Ma question va s'adresser surtout à M. Stéphane Paquin. Alors, nous sommes dans un état de droit, je suis d'accord, mais la séparation entre l'exécutif, gouvernement, judiciaire, juge et législatif, le peuple, de l'esprit des lois de Baron de Montesquieu, est respectée. On le voit tous les jours parce que, par exemple, dans l'hypothèque, qui va durer amortie sur 30 ans, est renégociable en 3 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, ça dépend. On réactualise les données parce que les choses changent. Maintenant, on est chanceux, malgré tout, ici au Canada, parce que le Brexit est passé avant nous. Il y a bientôt 5 ans, en 2020, le Royaume-Uni a décidé de se dissocier d'une union majeure économique dans tous les domaines du reste de l'Union européenne. Et il y en a peut-être qui ont l'esprit chagrin là-dessus, mais il y en a beaucoup qui disent à peu près moitié-moitié, c'est pas une si mauvaise affaire que ça, on est plus libre. Maintenant, la question que je me pose, elle est au niveau de, par exemple, Cyrano. Il y avait Nathalie de Marcelin-Warin, qui est mathématicienne, entre autres, et qui est à Polytechnique Montréal. Je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore plus chanceux avec l'intelligence artificielle qui a connu un développement exponentiel, on peut facilement faire un modèle mathématique où on a 2 listes. Une liste avec le traité de libre-échange, on s'il vous plaît, votre question, s'il vous plaît. Non, mais ma question est on parle de Montesquieu, là, on est rendu non, là, on est rendu dans votre question, s'il vous plaît, maintenant. On est rendu dans le Brexit, on est rendu dans le modèle mathématique qui permet de modéliser l'entente de libre-échange actuelle. Et ce que ça serait si on devrait réécrire peut-être 10, 20 000 règlements? Est-ce que c'est possible que le gouvernement, c'est peu d'argent pour lui, fasse une étude mathématique pour faire une espèce d'algorithme qui nous permette de déterminer avec les curseurs des différentes variables qu'est-ce qui arrive si tel pourcentage... On comprend, merci. Est-ce que l'algorithme permettrait d'aller plus vite? Oui, bien, l'algorithme... Merci, monsieur. Il y a des choses vraiment cool que peut faire l'intelligence artificielle sur le commerce international. Là, je vais vous expliquer le genre de problème qu'on a. C'est quand on importe des voitures du Japon puis qui rentrent en Colombie-Britannique, ben selon Statistique Canada, 100% des voitures japonaises sont en Colombie-Britannique. On ne sait pas comment ils vont se disperser après. Donc, mais pourtant, il y en a à Montréal dont on les voit. Ou autre exemple, quand un camion part de Montréal puis qui passe par l'Ontario mais qui exporte à partir de Windsor, ben c'est une exportation ontarienne vers les États-Unis. Puis après ça, on ne sait pas où elle s'en va. Si elle roule jusqu'au Mexique, on a beaucoup de difficultés à suivre, ce qui fait que beaucoup de choses qu'on sait sur le commerce international sont des estimations. Ou je vais vous donner un dernier exemple. La Belgique exporte 130% de son PIB. C'est impossible. Pourquoi? Ben, c'est parce que les camions allemands roulent au port d'Anvers, puis là, ils sont réexportés à partir d'Anvers. Donc, c'est calculé comme une exportation belge, alors qu'on sait bien que ça vient d'ailleurs. Bref, avec l'intelligence artificielle, il y a des statisticiens qui sont en train d'examiner plus précisément où vont les choses, de telle façon à pouvoir avoir une idée beaucoup plus précise de comment on commerce, puis qu'est-ce qui est assemblé dans une chaîne de valeur, d'où ça provient. Alors, on est en train de vivre une révolution, là, dans le fond, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille encore avec les chiffres ou les façons de faire de 1950, à l'époque où on s'exportait des chariots en bois, puis des meubles, puis des affaires qui provenaient essentiellement d'autour du lieu de production ou des matières premières ou des produits agricoles. Aujourd'hui, c'est tellement complexe qu'on a de la difficulté à... Puis donner un exemple, comment c'est important, ça a été estimé par 2 professeurs de l'Université de Chicago. Un iPhone qui est assemblé en Chine, qu'on importe, puis qui coûte à peu près, à l'époque, l'iPhone X, ça coûtait 550$ au Québec. On estimait que seulement 3,6% de la valeur restait en Chine. Tout le reste était dispersé. Puis de ce coût-là, à peu près 50% de la valeur était retournée aux États-Unis. Fait que là, vous faites ça pour les avions, les voitures, les téléphones, les ordinateurs. Ce qui fait que les chiffres du commerce international, il y a des marges d'erreur qui sont devenues tellement importantes que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une hypocrisie organisée. Dans le fond, on se fait croire que les chiffres sont corrects pour prendre nos décisions politiques et économiques, mais dans le fond, on sait que c'est plein d'erreurs, plein d'approximations. Fait que là, ben, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est que ça va nous permettre de mieux cibler où vont réellement les choses, puis qui consomme quoi, puis la valeur ajoutée dans chaque pays. Très vite, pour ajouter un exemple à ce que dit Stéphane, pour aller exactement dans son sens, ça n'a pas de lien avec le commerce. L'administration Trump coupe USAID, ça c'est de l'aide humanitaire dans le monde. Qui sont les principaux perdants? Les agriculteurs américains. Et de très,
très, très loin. Il n'y a même pas photo. Les plus grosses pertes sont aux États-Unis, alors que l'électeur américain pense que c'est de l'argent qu'on n'a pas envoyé à l'étranger. C'est de l'argent qui n'est pas sorti des coffres des États-Unis pour payer des agriculteurs américains, puis on n'a pas pris leurs denrées alimentaires pour les envoyer. Alors, résultat des courses, vous êtes en train de créer une crise agricole aux États-Unis, puis une crise alimentaire ailleurs. Faites coup double, c'est super. Les électeurs de Trump en plus. Hein, oui, puis c'est des électeurs de Trump pour la plupart. À un moment donné, puis ça, je pense que c'est important de le dire, puis je veux dire un mot à notre ami Chris Sands qui est là. Chris a eu la courtoisie de nous dire un mot en français au début de la journée et je l'apprécie. Merci beaucoup, Chris. Puis je pense qu'il faut renvoyer un message à notre allié et ami Chris. Il faut pas voir les États-Unis comme un bloc. Nous avons beaucoup d'alliés et nous avons beaucoup d'amis aux États-Unis. Et ces amis-là, pour l'instant, s'expriment peu. Mais avec l'accumulation des décisions prises, ils vont finir par s'exprimer. Puis moi, mon espoir, c'est qu'ils s'expriment au plus tard aux midterms, aux élections de mi-mandat l'année prochaine. Puis c'est pas Trump qu'il faut battre, c'est le mouvement en arrière. Donc, faut pas taper, faut pas focaliser sur le président, faut focaliser sur les gens qui votent pour, les gens qui le soutiennent. Le monde des affaires aux États-Unis va être de notre bord. Il faut juste être patient, il faut tenir le coup. Allez-y. Merci. Donc, je vais essayer d'être concis. Donc, au début, on a parlé des deux mémorandums là, qui ont été signés qui ont été décrétés par Trump, qui visent clairement un découplage avec la Chine. Là. On a parlé aussi, M. Ouellet, du friendshoring dans les dernières initiatives de l'administration Biden, surtout là, le Trade and Technology Council ou le IPEF. Madame Rioux, vous avez parlé après ça donc vous avez parlé qu'il y avait un abandon du friendshoring dans la nouvelle administration. Madame Rioux, vous êtes allé plus loin en disant qu'il y avait eu un abandon de la règle de droit de façon générale au niveau du droit international. Et Madame Dufault, vous avez dit oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours 165 États qui respectent essentiellement les règles de l'OMC tout de même. Fait que ma question est la suivante. Dans quelle mesure vous pensez qu'on va assister à la désagrégation de l'architecture institutionnelle internationale qui a assuré la mondialisation du commerce mondial, ou est-ce qu'il y a des États, des groupes d'États qui vont reprendre le flambeau de la libéralisation de l'économie internationale comme l'Union européenne ou la Chine même, avec laquelle d'autres États du monde pourraient tisser des liens? Donc, c'est ma question. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne l'autre question tout de suite, puis on pourra y aller d'une série de réponses. Oui, merci. Je voudrais revenir, puis en même temps vous interpeller là-dessus, sur les remarques que vous avez tous faites qui vont dans le même sens, d'ailleurs. Richard a parlé que les prochaines négociations vont être sectorielles. Stéphane t'a insisté sur les valeurs ajoutées dans le commerce. Geneviève, tu es revenu sur la question du respect de la règle de droit. Bon, on peut faire des surenchères là-dessus, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, et c'est le point de départ, c'est Richard qui l'a évoqué. C'est l'histoire sectorielle. On ne l'a peut-être pas suffisamment souligné ces dernières années, mais l'équipe de Biden a ouvert des négociations là-dessus en rapport avec les évolutions des chaînes de valeur, en rapport avec la résilience. D'ailleurs, Mme Yellen faisait partie de ces négociations-là. On a évoqué le mot, la mi-localisation, qui est très bien traduit au Canada, qu'a repris d'ailleurs Chrystia Freeland, hein, exactement la même logique. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, finalement, où on voit bien apparaître des nouvelles réalités, tant dans les relations États-Unis-Europe que dans l'Indo-Pacifique, où d'ailleurs, by the way, le Canada et le Mexique sont là d'ailleurs. Hein, où là, on a vu finalement des négociations qui portent sur les chaînes de valeur, qui portent sur la protection intellectuelle, qui portent sur la sécurité, tout ça. Et ce qui est le plus marquant là-dedans, pour moi, c'est que celui ou celle, à l'époque c'était celle qui dirige vraiment les affaires, c'est pas la représentante au commerce, c'est pas Mme Taille à l'époque, c'était Mme Redondo, la secrétaire au commerce, c'est elle qui dirigeait les choses. Et là, qu'est-ce que veut faire Trump? Redonner du poids au secrétaire au commerce au détriment du représentant au commerce. Bon. Donc, il y a quelque chose qui change là, qui est important. C'était comme si on voulait sortir de ce carcan
des accords commerciaux. De toute façon, à l'OMC, ça ne bouge pas. À l'OMC, il n'y a plus rien qui fonctionne quasiment. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant que cette semaine, dans ce qui va sortir, c'est à l'OMC, c'est une étude sur le rôle, la contribution du commerce à la paix dans le monde. On va se rappeler finalement que c'était important. Hein? Mais et là, il y a quelque chose quand même qui est nouveau, et c'est peut-être, tu vois, Richard, je pense que tu as touché le problème du doigt, et c'est là que ça va se passer, parce que c'est dans le fond des négociations qui vont se faire sur une base sectorielle, mais qui vont quasiment sortir de la dynamique classique du commerce. Et déjà, dans la CEUM, il y a quand même un chapitre très important pour moi, c'est la question de la coopération réglementaire. C'est comme un chapitre qui a à peu près 25 pages, sinon 28 pages, très détaillé, comment on va procéder pour les questions techniques. Donc, on est rentré là-dedans avec peut-être beaucoup moins de contraintes commerciales, beaucoup moins de contraintes aussi géographiques, parce qu'après tout, on peut avoir des affaires là-bas, 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 etc. On n'est pas encore à imprimer des voitures, là, comme on peut le faire avec des armes, on n'est pas loin. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau technologique, au niveau finalement de la globalisation, et peut-être ce à quoi on assiste finalement, c'est peut-être la dimension commerciale qui commence à disparaître au profit d'autres approches, des approches sectorielles ou autres finalement, où on va aborder là de front toutes sortes de sujets importants, à commencer pour les États-Unis, qui concernent non seulement finalement l'économie américaine, mais également la sécurité. Donc j'aimerais peut-être revenir là-dessus, parce qu'il me semble que c'est ça, et je pense que vraiment, pour moi, tu as touché le problème du doigt, c'est que on ne va pas renégocier encore un autre bidule. Tout le monde, on l'a vu, chaque fois qu'il y a un accord commercial qui est signé, tout le monde est dans la rue. Hein, regardez en Europe, l'accord avec le Mercosur, on ne sait même pas ce qu'il y en a, mais c'est pas grave, on est contre. Bon, donc je me dis, pourquoi aller s'embêter avec des accords commerciaux quand on peut avoir des choses qui se font en catimini, en secret, entre experts, et avoir des résultats extrêmement probants dans le sens, justement, peut-être de la résilience des chaînes de valeur et de la mi-localisation. Merci, Christian. Je pense qu'on y va avec la dernière intervention, puis ensuite, on pourra clore l'atelier. Allez-y. Ce sera très rapide, là. Étienne Pelletier, je suis étudiant à l'Université Laval. Bienvenue. Merci. Go Laval, go. Je veux juste dire ça. Ça joue dur, hein? C'est la géoéconomie des universités. C'est de bonne guerre. J'ai l'impression qu'un enjeu crucial, à mon avis, c'est la réalité, en fait, que l'homme avec qui on négocie, on parle, ne s'entend pas sur les mêmes chiffres que nous. M. Parkin, vous en avez parlé. On a l'impression que les chiffres qu'il mentionne, M. Trump, sont toujours des chiffres exorbitants. Donc, puis aujourd'hui, on a parlé pratiquement dans tous les ateliers, en fait, qu'une de ces stratégies était justement de surcharger d'informations l'espace public, incluant tous ces chiffres, ces données. Donc, ma question est simple, en fait, c'est comment les équipes canadiennes, québécoises, dans l'optique de contrer les tarifs ou même les futures négociations, peuvent naviguer là-dedans puis essayer de mettre le doigt sur les bons chiffres pour qu'on puisse avancer sur ces bases-là. Voilà, merci. Est-ce qu'on fait un dernier tour de parole pour chacune d'entre vous et vous choisissez les éléments sur lesquels vous voulez revenir? Stéphane. Bien, pour répondre à la dernière question, pendant la première négociation de la CEUM, le gouvernement canadien avait fait une offensive diplomatique assez forte auprès de l'opinion publique américaine en général, mais aussi les gouverneurs puis les gens touchés par les politiques commerciales Canada-États-Unis. Puis l'intérêt ce que j'avais trouvé très amusant, là, c'est qu'ils utilisaient les chiffres du gouvernement américain. Ils n'utilisaient pas les chiffres de Statistique Canada. Donc, autrement dit, c'est difficile de critiquer des chiffres qui proviennent du gouvernement américain même, là, donc je trouvais que la stratégie était assez amusante. Cela dit, cette stratégie-là, on nous a dit depuis que le gouvernement Trump l'avait trouvée prodigieusement désagréable. C'est l'idée de faire pression sur les républicains puis les élus républicains autour de lui pour qu'ils lui subissent toute la pression. Alors, il a dit, on m'a rapporté les paroles qu'il ne faudrait pas faire ça une deuxième fois. En fait, voilà, je conclue là-dessus. Mais Christian, tu sais bien que je ne suis pas d'accord avec toi. Il se passe plein de choses à l'OMC. L'OMC n'est pas morte. Ça fonctionne bien, l'OMC. L'OMC a un problème, via une crise avec son organe d'appel, certes, en ce qui concerne les États-Unis, parce que la plupart des autres pays ont réussi à trouver un moyen d'aller en appel.
Bref, ça fonctionne, la fonction négociation fonctionne, mais il faut se rappeler que les règles sont prises par consensus avec 166 États membres. Mais quand on avance, bien on avance. J'étais à Abu Dhabi à la dernière ministérielle, puis on a encore avancé, on avance tout le temps, très lentement. Mais c'est comme ça, on avance lentement et sûrement. Ça m'amène à la première question. Est-ce que c'est la fin du multilatéralisme, la fin du système qu'on connaît? Bien, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se battre pour garder ce système-là? Probablement. Il faut se rappeler, hein, ce système-là, il naît à la fin de la Deuxième Guerre, bien, il naît pendant la Deuxième Guerre mondiale, des chefs d'État qui décident que bien, il faut devenir de plus en plus interdépendant, puis que plus on va s'échanger des biens, bien, moins on va avoir envie de se faire la guerre. Plus on va être interdépendant, moins on va pouvoir se traiter d'une manière épouvantable. Donc, est-ce qu'on veut garder ce système-là? Est-ce qu'on veut que ça devienne contractuel? On fait un accord sectoriel sur les minéraux critiques, en échange de quoi, blabla. Moi, j'ai l'impression qu'on va se battre, pour garder ce système-là. Les États sont encore là à essayer de se battre. Pour l'instant, je pense qu'on est encore un peu dans la période de choc. Hein? On est dans la période de choc. On voit la réaction des États européens. On dirait qu'ils dormaient là, les 2 premières semaines, puis là, ils viennent de se réveiller. Donc, probablement que il va y avoir une certaine résistance. Les pays vont continuer à négocier. Les pays vont continuer à respecter leurs accords de libre-échange entre eux. Les États-Unis ne sont pas seuls. Les pays vont subir les conséquences de tout ça. L'acier puis l'aluminium, c'était du premier mandat, c'était un essai. Nous, on a été capable de faire un deal, mais il y a certains pays qui n'ont pas été capables de faire un deal. La Chine n'a pas été capable de faire un deal. Ils sont allés devant le juge de l'OMC. Ils ont eu une décision à leur faveur. Donc, il faut continuer à utiliser ce mécanisme-là, ce système-là, puis on verra. Mais il n'y a rien qui annonce la mort du multilatéralisme pour l'instant. Puis, je vais juste dire une dernière chose. Oui, je t'en prie. Vas-y. On peut bien s'asseoir puis renégocier avec Donald Trump, que ce soit un nouvel accord de libre-échange ou un accord sectoriel. Mais est-ce qu'on va vraiment négocier un texte juridique avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements? Puis est-ce qu'on va aller négocier la libéralisation des échanges, même sectoriels, avec quelqu'un qui ne croit pas à des accords réciproques? Donc, c'est la question qu'on doit se poser. La relation économique et commerciale Canada-États-Unis n'a jamais été facile. Les États-Unis ont toujours été un joueur dur. Le cas du bois d'œuvre traîne depuis 40 ans. La guerre sur la gestion de l'offre a toujours perduré. Des litiges entre le Canada et les États-Unis à l'OMC, devant des tribunaux de l'ALENA et maintenant de l'ASEUM, il y en a toujours eu. Et ça a été vrai de toutes les administrations. L'administration Biden a été encore, quand on regarde les chiffres, a été encore plus protectionniste que Trump 1. Le Chips and Science Act, il a été adopté pendant l'administration Biden. Les principaux accords sectoriels récents, ils ont été signés pendant l'administration Biden. La différence, c'est où? La différence, c'est que les États-Unis ont toujours été un joueur dur, mais les décisions se prenaient d'après des données probantes. Il y avait une logique. Puis on pouvait les voir venir. Donc, c'était un joueur dur avec qui on savait d'où l'argumentaire allait venir. On n'avait pas un président qui disait « on n'a pas besoin de rien de ce qu'ils vendent », alors que toute l'Amérique du Nord sait que c'est faux. Première différence, cette capacité de prendre des décisions à partir des faits. Deuxième grande différence, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que là, l'administration actuelle en fait une arme. Mais ça, je ne reviendrai pas là-dessus, on l'a expliqué. Puis troisième grande différence, les États-Unis ne sont plus tout seuls. À l'Organisation mondiale du commerce, on s'est vu à Abu Dhabi avec Geneviève, ceux qui font foirer le plus les choses en ce moment, ce n'est même pas les Américains, c'est les Indiens. Depuis 2013, c'est les Indiens qui empêchent les choses d'avancer à l'OMC. De temps en temps avec l'Afrique du Sud à côté d'eux, de temps en temps avec un groupe de pays en développement, de temps en temps, ça dépend des coûts. Mais le monde est en train de changer. On n'est plus dans un monde dominé autant, au plan économique, par les États-Unis. Et ça, c'est l'élément pour lequel il faut faire attention, c'est qu'il commence à y avoir des économies qui se disent
Alors, je ne me tournerai pas vers les États-Unis, je vais me tourner vers un autre géant. Le monde a changé. Et ça, c'est quelque chose que, à mon sens, l'administration Trump ne prend pas suffisamment en considération. Et puis, nous autres, au Canada, ben, la géographie nous impose par la route de toujours un peu beaucoup vendre aux mêmes, mais il va falloir qu'on revoie aussi notre façon de faire, notre façon de voir. Et je pense qu'il faut profiter de la situation actuelle pour revoir nos politiques industrielles, pour revoir notre politique commerciale, pour revoir notre politique de l'eau. Puis Charles-Félix ne sera pas content de m'entendre, mais peut-être revoir des bouts, pas toutes, là. Je ne suis pas en train de lâcher la gestion de l'offre, mais peut-être qu'il faut repenser des bouts de la gestion de l'offre. Ça nous l'apprend-tu encore dans le poulet? Je ne sais pas. Oui, Charles-Félix de l'UVA. Il va pouvoir répondre en plus sur le prochain atelier. Il pourra me répondre. On va pouvoir l'entendre. Mais bon, puis il faut voir aussi que nous avons été très... Je finis là-dessus en quelques secondes. Je suis de ceux qui pensent que nous avons été très paresseux dans le dernier quart de siècle. Nous avons un dollar qui est fait pour l'exportation. On s'est fié là-dessus. Nous sommes très richement dotés en ressources naturelles. On s'est fié là-dessus. Nous sommes très richement dotés en énergie. On s'est fié là-dessus. Puis on est très richement dotés en eau. Puis on s'est fié là-dessus. Puis on s'est dit, c'est facile, on va vendre de l'aluminium aux États-Unis, on va vendre du pétrole aux États-Unis, on va vendre de l'électricité aux États-Unis, on va vendre des minéraux puis des ressources naturelles aux États-Unis, puis on s'est fié là-dessus. Mais là, je vais dans le sens de Nathalie Varin qui disait ce matin, il va falloir vendre des produits à haute valeur ajoutée pour être capable d'aller les vendre à l'autre bout de la Terre, parce que tu ne vas pas vendre du pétrole à l'autre bout de la Terre, puis tu ne vas pas vendre de l'aluminium à l'autre bout de la Terre, c'est trop pesant, tu n'es pas compétitif quand tu arrives au bout. Mais si tu vends un produit à haute valeur ajoutée fait de tout ce qu'on a ici, là, tu es capable d'aller vendre à l'autre bout de la Terre, puis c'est intéressant. Et nous avons été, au plan industriel, assez paresseux. Puis je pense qu'il va falloir qu'on repense beaucoup de choses, puis que le prochain gouvernement du Canada puis le prochain gouvernement du Québec ont beaucoup de pain sur la planche là-dessus, parce qu'on ne pourra pas rester dans cette incertitude-là à se dire, bah, il va prendre nos matières premières, puis il va prendre nos produits du secteur primaire, puis on va le vendre à ces conditions. On ne peut pas rester là-dessus, là. Michel? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement peut-être deux petits points. On a parlé beaucoup d'America First, mais il y a aussi, derrière, il y a Innovation First, hein, c'est Innovate First. Puis je pense qu'ils sont très sérieux, donc j'abonde dans le sens-là. C'est-à-dire, nous aussi, il faudrait qu'on regarde un petit peu. Il y a une révolution en intelligence artificielle qui se déploie, si on peut avoir accès à des données massives, puis on peut avoir des applications. On n'a pas besoin de contrôler toutes les data centers, mais au moins qu'on est capable d'avoir des jeunes qui vont innover, des jeunes entrepreneurs qui vont trouver quelque chose à faire avec ça. J'en ai un, d'ailleurs, un doctorant qui fait une application pour détourner le streaming des algorithmes de non-découvrabilité. Je pourrais vous parler de ça bien longtemps. L'autre élément, c'est par rapport au multilatéralisme et puis aux accords. Je pense qu'on va voir le 1er avril s'il va y avoir, dans ce qu'ils vont nous proposer, l'essence d'une politique nationaliste commerciale vraiment assumée ou, je dirais peut-être, les graines pour un nouvel ordre économique international. T'sais, on ne le sait pas, dans le fond, dans quel... il dit qu'il est nationaliste, mais dans le fond, il dit non, je veux juste fair trade and innovation. Merci beaucoup. Richard disait, notre faible dollar, on s'est fié là-dessus. Nos ressources, on s'est fié là-dessus. Notre énergie, on s'est fié là-dessus. Bien, nous, ici, cet après-midi, Richard Ouellette, Geneviève Dufour, Stéphane Paquin et Michel Rioux, on s'est fié là-dessus et on a bien fait. Merci beaucoup pour cet atelier. On se revoit dans 15 minutes après la pause.